Alors, est-ce que les ETF sont mieux que la gestion active? Alors, selon Monsieur Lombard, c'est faux. Alors, Monsieur Lombard, c'est un gestionnaire de patrimoine. Donc, forcément, s'il est gestionnaire de patrimoine, il compte sur les commissions de ses clients pour gagner sa vie. Et donc, l'objectif, bah, c'est de générer des encours, puisque plus il y a d'encours, plus il y a de commissions, et plus il y a de commissions, plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de dividendes, et plus il y a de rémunération. Alors, donc on va écouter cette vidéo de BFM TV. Alors, est-ce que les ETF sont mieux que la gestion active? Alors, selon moi, ça dépend des objectifs. Si vous êtes en phase de capitalisation pour aller chercher votre FIRE, votre indépendance financière, là, effectivement, c'est mieux d'aller sur des ETF. On va regarder ensemble le détail des ETF après, donc restez bien après jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis si par contre vous avez du capital suite à des ventes d'appartements et que vous souhaitez panacher sur différentes classes d'actifs, là effectivement ça peut le coup d'avoir une gestion active de votre patrimoine et d'avoir des actifs qui vont réduire la volatilité, comme par exemple des obligations ou alors comment dire, des ETF actives avec stratégie d'options, avec 20% d'options, etc. On va regarder ensemble mon portefeuille après, puis je vais vous montrer ce type de produit qui permet de réduire la volatilité de son portefeuille. Alors on va écouter et puis ensuite on va argumenter. Alors par contre, ce monsieur qui intervient donc sur BFM TV est gestionnaire de patrimoine. Vous êtes investi sur un indice et vous êtes condamné à faire l'indice, puisque il est représentatif d'un panier, cet ETF, d'actions. Par exemple, le MSCI World. Et si l'indice monte, c'est bien. Oui, oui, mais je dis pas le contraire. Mais je dis, vous êtes condamné à faire l'indice moins les frais. Et puis si on parle des actions, et vous parlez de surperformance, qui est inexact pour partie notamment. Moi, les frais c'est 0,25 sur un ETF World. C'est pas ça qui coûte cher. Hein. Sur la gestion obligataire. La gestion obligataire corporate, les actions d'entreprise, les actions qui sont émises par des entreprises, je rappelle qu'en 2024, eh bien, les fonds de gestion gérés activement et non pas passivement, eh bien, ont surperformé à hauteur de 80%. 80% des fonds ont surperformé l'indice. Donc, ce n'est pas toujours exact de dire que les ETF sous-performent. Ouais, en fait, il parle des gestions des fonds obligataires. Mais effectivement, on était sur une période de hausse d'intérêt. Donc, il était intéressant d'investir sur des obligations corporate. Effectivement, là-dessus, il a raison. Il y avait du rendement sur les obligations. Mais vous aviez du rendement en 2024 sur des US T-bonds. Vous aviez du 4-5% de rendement. Et ça, c'est du sans risque. Enfin, à l'époque, la dette US était triple A. Maintenant, je crois qu'il y a une dégradation, il me semble. Alors moi, j'ai du mal à voir en quoi on est moins agile avec un ETF, dans la mesure où vous pouvez très bien panacher votre portefeuille, avoir un ETF et avoir de la gestion active à côté. Et en plus, l'ETF, vous pouvez alléger, vous pouvez même en sortir, que vous soyez épargnant ou même gérant. Bien sûr, et il est possible aussi de sortir et de rentrer sur des fonds. Il est possible aussi au sein des fonds que le gérant qui gère activement puisse prendre des couvertures, puisse prendre... Ouais, c'est ça l'avantage des fonds et j'aime bien mes CEF, mes closed funds diversifiés sur les utilities par exemple, hein, sur la santé ou sur les rights US. C'est que effectivement vous avez une rotation des actifs et puis vous avez une gestion active à hauteur, on va dire, je sais pas, de 20-30% du portefeuille chaque année. Donc vous avez une rotation des actifs et vous avez une stratégie d'option. Et ça c'est bien parce que vous avez une gestion active sur un fonds déjà qui est peu volatile. Ça, c'est bien pour un rentier comme moi qui vise ses dividendes et qui souhaite avoir des produits avec une volatilité qui est pas trop élevée. Parce que effectivement, lorsque vous regardez les actifs, les performances actuelles de MSCI World, donc on est en 2025, on est en juin 2025, on décroche à moins 5%. Et c'est vrai que sur un portefeuille à plus de 500 000, effectivement, ça pique. Lorsque vous avez un portefeuille qui décroche de moins 5%, psychologiquement ça peut être difficile. C'est bien d'avoir des fonds actifs ou des obligations, des assets en fait qui vont réduire la volatilité du portefeuille, même si la performance sur le long terme ne sera pas supérieure à l'indice. Et c'est l'objet de la vidéo. Effectivement, si j'avais mis cet argent, j'ai 40 ans, pendant 20 ans sur un MSCI World, ouais, j'aurais plus de 100 000 de différentiel. Ça c'est une certitude.
j'ai fait des bêtises dans l'achat de mes actions, mais effectivement, c'est en faisant des bêtises que vous apprenez. Je vais vous dire, j'ai fait du trading actif, du day trading pendant 1 an. J'ai vu que ça rapportait rien, j'ai été négatif sur l'année, j'ai arrêté. Il faut expérimenter dans la vie, et c'est lorsque vous faites des bêtises que vous comprenez les choses. Et ça, c'est important. Effectivement, si vous faites rien, vous ne prenez aucun risque, et dans ce cas-là, tout se passe bien. Des options qui puissent nous permettre de diminuer le risque qui sous-tend la gestion. Parce que si jamais on devait rester raisonner uniquement sur un marché action, à la rigueur, on peut se poser la question, mais dès l'instant, on a une gestion patrimoniale, par exemple, et Dieu sait que ça a repris un peu d'intérêt depuis que les marchés obligataires ont relevé un peu d'appétit pour les gérants. Et bien là, on a une gestion qui est beaucoup plus dynamique. Et comment je fais pour gérer via des ETF des gestions obligataires, tandis que, on l'a vu en 2024, 80% des fonds ont battu l'indice. Bon. Mais les ETF sous-performent jamais, contrairement aux gérants. Les gérants, d'ailleurs, ne surperforment pas vraiment non plus. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi sert l'épargne. On parle souvent de sens de l'épargne. On parle souvent d'investissement socialement responsable, d'investissement ESG. Combien d'ETF ont participé à des IPO? Ouais, l'argument n'est pas valable. On va avancer un petit peu. En fait, si vous voulez, le principe, c'est qu'effectivement, lorsque vous vivez de votre capital comme moi, et que si vous êtes investi à 100% sur MSCI World, vous payez une année comme en 2022 à moins 15% sur un portefeuille à plus de 500 000 euros, effectivement, ça met une claque en fait psychologiquement, même si rationnellement sur le long terme, le MSCI World va composer à plus de 8-9% par an, donc vous allez récupérer les fonds, mais vous pouvez avoir des années négatives, et puis la gestion de patrimoine a son sens pour réduire la volatilité du portefeuille, même si vous surperformez pas l'indice sur le long terme. On continue. Dans le Bien sous-jacent. sûr. Donc ça veut dire qu'indirectement, si, ils investissent. Sur le Bien sous-jacent. sûr. Bien sûr, la contrepartie, c'est la banque. Il ne faudrait pas qu'il y ait un défaut de contrepartie. Je rappelle quand même juste ce petit point qui n'est pas négligeable. D'autre part, il y a un effet parfaitement moutonnier. Vous pouvez pas piffrer les ETF, Benoît. Non, je peux pas piffrer. Je ne dis pas que je suis contre les ETF. Vous les pifferez pas, c'est comme ça, voilà. Je dis juste à un moment où on est en train de parler de souveraineté nationale. Les ETF, juste une chose, 90% des ETF sont émises par des sociétés de gestion qui ne sont pas françaises. On parle de souveraineté nationale. Je rappelle aussi. Ouais, alors là, il part sur le débat CAC 40 contre le SP500. Là, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, le MSCI World est à plus de 60% sur les indices US. Donc, il y a une raison, c'est que les indices SP500 US vont surperformer les indices européens et le CAC 40. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat en fait. Vous êtes obligé d'investir aux États-Unis, quoique les choses pourraient peut-être changer si la section 899 du Beautiful Act, avec la surtaxe sur les dividendes US, le prélèvement à la source, est appliquée par les sénateurs début juillet, ce que j'espère pas, puisque mon portefeuille est investi à plus de 50%, voire même 60% sur des assets US basés sur le New York Stock Exchange, d'accord? Alors ouais, donc un ETF World, donc concrètement un ETF World, là, donc vous avez un indice qui est ultra diversifié. Si vous êtes en phase de capitalisation pour aller chercher votre indépendance financière, vous investissez sur le l'ETF World, chaque mois vous investissez dessus sans jamais timer le marché en DCA tout simplement. D'accord? Donc année en cours, moins 4,90, d'accord? Moins 4,90. Donc effectivement sur un portefeuille à 560 000, moi je suis positif cette année, de peu, mais je suis positif. Il faudrait que je regarde les comptes de broker pour voir exactement de combien. J'ai pas fait le calcul de performance. Bizarrement, j'ai fait le calcul de performance lorsque je suis rentré en territoire négatif, mais là je suis repassé en positif, donc ça va, d'accord? Donc effectivement, oui, j'ai des assets qui me permettent de réduire la volatilité du portefeuille, par exemple comme GP, Divo, c'est des ETF avec stratégie de vente d'options, donc ça réduit la volatilité. J'ai de l'healthcare comme BME, même si c'est pas trop valable cette année, qui permet de réduire la volatilité du portefeuille. Ensuite, j'ai les assets chinois qui ont permis de... Baba, par exemple, c'est croissant, je crois qu'on a 30% de croissance year to date. On est sur 7% d'allocation de portefeuille. Et enfin, qu'est-ce qu'on a aussi? On a de l'UTF, UTG, c'est des utilities. Donc ça, c'est pareil, c'est défensif, c'est résilient.
Et effectivement, si vous investissez sur un ETF World, vous avez un simple ETF, vous suivez l'indice. Donc effectivement, si c'est moins 4,90, ben vous allez subir les moins 4,90. Hein. Ça, c'était le WPEA, donc il est éligible PEA, bon peu importe, et vous avez la CWI, où là, par contre, vous avez sur ACWI les marchés émergents, et donc marché émergent dit performance, puisqu'il y a une surperformance de l'indice de HSI par rapport au SP500, donc du coup, regardez, on est à moins 3,75 contre moins 4,90. Donc si vous étiez investi sur un ETF ACWI avec une part d'émergente market, vous auriez du coup moins 3,75. Par contre, il n'est pas éligible au PEA, il faudra aller sur CTO, sur compte titre, hein, d'accord? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. On va résumer. Donc, phase de capitalisation pour aller chercher votre indépendance financière, votre FIRE, effectivement, c'est très bien d'investir sur un un ETF World, sur PEA, vous blindez votre PEA, et puis en parallèle, bah, vous pouvez charger sur du ACWI, sur CTO, pour aller capter la croissance de la Chine, d'accord? Et puis, en phase de consommation FIRE, soit vous revendez des parts de votre ETF, donc tous les mois, vous revendez 4% ou une fois par an, si vous voulez, sur le capital que vous avez investi. Et puis, sinon, si vous avez un gros capital pour réduire la volatilité, vous pouvez panacher, etc., et investir sur des actifs qui réduisent la volatilité. Par contre, il faudra un niveau un peu plus avancé qui sera plus complexe que pour le MSCI World. Mais voilà, c'était l'objet en fait c'est que monsieur Lombard est gestionnaire de patrimoine, donc forcément, il a tout intérêt en fait à vous faire investir sur des fonds actifs puisqu'il y a des frais de gestion alors que vous êtes sur du 0,20 ou 0,25 d'accord de frais, alors que sur les fonds actifs, bon, j'ai du 0,50 sur les CEF, mais on peut aller jusqu'à 1% de frais, hein, voire même plus, hein, voire même jusqu'à 1,50% de frais. D'accord? Donc ça à prendre en compte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus sur une gestion active ou alors sur des ETF? Effectivement, si en phase de consommation, j'avais investi à 100% sur des ETF, j'aurais un capital je dirais 750, hein, 750 000. Regardez, on va regarder le MSCI World 2024. Ouais, voilà, c'est ça l'exemple que je voulais vous donner. Donc 2022. Alors, rendement, non, il est trop récent, donc vous voyez, on n'a pas d'effectif d'historique, excusez-moi. Donc là, 2022, donc ça décroche à moins 13. Moins 13, et mon portefeuille à l'époque, en 2022, il a décroché à moins 4, moins 5. Donc vous avez vu, j'ai fait mieux que l'indice parce que mon portefeuille était plus défensif. Par contre, effectivement, j'ai pas battu l'indice ni en 2023 ni en 2024. 2024, le MSCI World, il fait plus 24,82, le ACWI, hein. Ouais, on est sur ACWI, il me semble. C'est ça. Et mon portefeuille fait plus 15. Bon, vous avez des obligations, etc. Donc, effectivement, il y a un différentiel de 10%. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus gestion active ou 100% ETF et quelle est la composition de vos assets? Est-ce que vous avez de l'immobilier physique, etc. Donnez-moi les répartitions, je suis curieux de connaître la répartition de votre patrimoine. Voilà, bonne journée à vous.